Ce visage hante la Russie. Le soldat Andrei Sytchov, un jeune appelé de 18 ans, servait dans une caserne russe en Sibérie. Des officiers de son régiment l'ont passé à tabac pendant des heures. Andrei a failli mourir de ses blessures. Il a été amputé des 2 jambes et de ses parties génitales. Un bizutage sauvage, mais habituel dans l'armée russe. À Moscou, à quelques mètres de l'hôpital où est soigné Andrei Sytchov, nous avons pu rencontrer sa mère. Depuis l'affaire Sytchov, comme l'a surnommée la presse russe, Galina Sytchova parle peu. Elle a subi des pressions. Là, c'est Andrei, les premiers mois de son service militaire. C'est une photo prise par le régiment. On envoie nos enfants en bonne santé à l'armée et ils en reviennent malades ou invalides. Voilà notre armée aujourd'hui. Ils nous ont fortement recommandé, de manière indirecte, mais aussi ouvertement, de ne pas parler. Ils nous ont dit que cela se passerait beaucoup mieux pour nous si on se taisait. Mais si on se tait, qu'en sera-t-il pour les autres soldats? Les mères qui se sont tues jusque-là n'ont pas pensé à tous les autres jeunes qui pourraient être un jour victimes du bizutage. Elles se sont dit bêtement que leur fils avait souffert, mais qu'elles ne pouvaient rien faire contre cela, qu'il était inévitable que d'autres soldats souffrent aussi. Nous, on a beaucoup souffert, mon fils est invalide à vie, mais je n'ai pas l'intention de me taire. Je ne vais pas non plus les laisser nous accuser maintenant en disant que ce n'est pas de leur faute, mais que c'est mon fils Andrei le coupable, qu'il avait une pathologie et que c'est à cause de cela qu'ils ont dû l'amputer. Je veux que tout le monde sache la vérité. Et vous n'avez pas peur? Comment vous dire? Non, je n'ai pas peur. On verra bien. Que peuvent-ils encore me faire? Me fusiller? Bien sûr, tout est possible. Mais si on a tous peur, rien ne changera jamais. Tout continuera de la même manière. Parler face à l'indifférence du pouvoir et celle de la société. Il est exceptionnel que la presse russe ose évoquer aussi ouvertement un cas de bizutage et mettre en cause l'armée et le Kremlin. Lorsque nous avons tourné ce reportage, nous nous étions rendus à Novaya Gazeta pour rencontrer la seule journaliste russe qui écrivait inlassablement sur tous les abus dans les casernes depuis des années. Anna Politkovskaya, célèbre aussi pour être la seule à couvrir le conflit en Tchétchénie et dénoncer les exactions de l'armée russe. Anna a été assassinée le 7 octobre dernier. C'était l'une des rares voix libres dans la Russie de Vladimir Poutine. Sur son bureau, des centaines de lettres qu'elle recevait d'un peu partout en Russie. Beaucoup venaient de mères de soldats russes qui l'appelaient à l'aide. L'infection de la Tchétchénie a aujourd'hui contaminé peu à peu toutes les casernes en Russie. Et effectivement, on assiste aujourd'hui à des crimes de plus en plus monstrueux, comme tout droit sorti d'un mauvais film hollywoodien. L'histoire du soldat Sytchov est aujourd'hui connue de tous. Mais vous savez, chaque journaliste russe en connaît des dizaines des cas similaires et tout aussi horribles, mais ils n'ont pas été rendus publics. Cette violence s'explique parce qu'en Tchétchénie, les frontières du bien et du mal disparaissent. Là-bas, tout est possible. On peut utiliser la violence sur n'importe qui en toute impunité. Tout est justifié par la guerre. Et je crois que cette impunité est une très mauvaise éducation pour des garçons de 18 ou 20 ans. Là-bas, ils sortent peu à peu de la sphère humaine. En 12 ans, 1,5 million d'hommes ont combattu sur le front tchétchène. Des milliers d'entre eux sont aujourd'hui des officiers supérieurs ou des commandants de régiment. Et ce sont souvent ces anciens de Tchétchénie qui organisent ces bizutages, de plus en plus violents, dans les casernes. Le ministère de la Défense admet 1300 morts par an, un chiffre à multiplier au moins par 2.
selon le comité des mères de soldats russes. Face à l'augmentation de la violence dans les casernes, les jeunes Russes fuient la conscription qui les oblige à effectuer 2 ans de service militaire. À Saint-Pétersbourg, le recrutement a commencé depuis quelques jours. Tous les mercredis après-midi, des centaines de parents et de jeunes en âge d'être enrôlés se précipitent au petit local de l'Association des mères de soldats, dirigée par Ella Polyakova. Une fois par semaine, Ella donne des cours de défense des droits du citoyen. Il faut que vous prépariez bien vos fils pour qu'ils connaissent la Constitution et leurs droits. Elle explique comment, en recourant au texte de la Constitution russe, les jeunes peuvent éviter un enrôlement forcé. Moi, mon fils, ils sont venus le chercher dans sa salle de classe. Ils ont donné les noms de 3 jeunes, dont mon fils, et les ont emmenés de force à la caserne. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, en venant ici, j'ai assisté à une scène dans le métro. Des policiers demandaient les cartes d'identité de tous les jeunes. Et ils en ont emmené avec eux. Les endroits les plus dangereux sont les foyers d'étudiants, car là-bas, les jeunes gens sont seuls. Ils sont loin de leur famille et donc beaucoup plus vulnérables. Et puis aussi, le métro n'est pas très sûr. Nous avons l'habitude de dire « nous sommes le peuple, la population », comme nous appellent les fonctionnaires de ce pays. Nous sommes tout en bas. Sans aucun droit, nous sommes impuissants et nous ne comprenons pas nos droits. Au-dessus de nous, il y a les petits fonctionnaires, comme la police par exemple. Au-dessus de leur tête, il y a des fonctionnaires supérieurs. Et plus on remonte, moins ils sont nombreux. Ainsi de suite jusqu'au sommet, où il y a le gouvernement et le président. Voilà la pyramide du pouvoir. La règle de cette pyramide, c'est d'anéantir absolument ceux du bas, les étouffer pour qu'ils ne s'expriment pas et qu'on leur cède nos droits. Et pour réaliser cela, tout un système de terreur est mis en place pour que chaque individu se sente prisonnier, dans une cage, comme cela, dans cet état-là. Qui reconnaît dans la salle qu'il se trouve dans cette situation-là? Levez les mains. Oui, on l'avoue tous. On est tous dans cet état-là. Moi, je ne veux pas que mon fils serve dans une telle armée. J'ai peur, cette armée, elle brise les individus. Ce n'est plus une école de la vie, comme on disait avant. C'est tout simplement devenu un lieu qui brise et humilie les jeunes soldats. Ils sortent de l'armée comme après la prison. Ils sont totalement anéantis, comme des zombies. Ils ne sont plus en état de rien faire. Aucun d'entre eux n'est en état de reprendre ses études. Bien sûr que l'on comprend tous qu'il faut défendre l'honneur de notre patrie, mais pas dans une telle armée. Dans le bureau voisin, 2 jeunes soldats sont venus voir Ella pour lui demander de l'aide, épuisés par des mois d'humiliation et par les coups reçus dans leur caserne. Là, vous devez écrire ce qu'on vous a fait, décrire ce qu'il s'est passé précisément. Genia et Alyosha ont peur. Depuis quelques semaines, les officiers de leur régiment leur font subir une nouvelle épreuve. Ils nous disent « mets tes gants de boxe et frappe tes camarades ». Faut les frapper, c'est comme ça. C'est ce qu'on doit faire. On n'a pas le choix. Ils t'ont forcé à frapper tes camarades? Oui. Et toi aussi? Moi aussi. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Je voulais pas frapper mes camarades. Je déteste ça. Humilier les autres. Et il fallait les frapper jusqu'au sang? C'est ça. On doit frapper jusqu'à ce qu'ils nous disent d'arrêter. Mais pourquoi ils vous ont fait faire cela? Je sais pas. Ils disent qu'on doit se transformer en bêtes sauvages. En bête? Oui, ils disent qu'il faut qu'on soit plein de haine. Plein de haine envers qui? Je ne sais pas. Envers tout. Ils nous disent juste que l'on doit être ainsi, plein de haine. Qu'est-ce qu'il se passe dans le régiment de ces soldats? C'est un groupe d'élite d'anciens de Tchétchénie qui est entraîné dans leur régiment, une sorte de brigade spéciale. Je suis moi-même allée dans ce régiment et j'ai pu être témoin de ce qu'il s'y passe. C'est tout simplement la culture de la mort. On les entraîne à être des tueurs. Ils forment de jeunes soldats comme ces garçons avec des méthodes spéciales,
pour qu'ils deviennent des mercenaires capables de tuer n'importe qui. Ils les entraînent à ne plus être des êtres humains. Et vous, tous les deux, vous sentez qu'ils essaient de vous transformer, qu'ils font pression sur vous pour que vous changiez? Oui, bien sûr. Moi-même, je sens que je suis devenu plus cruel. Je sens la haine qui monte. Chaque jour, on est humilié. Alors, chaque jour, on se durcit, on change. Ça me fait peur. Les mères de soldats récupèrent régulièrement ce genre de documents vidéo. Elles y découvrent ce que subissent leurs fils. La sinistre Diedovchina, le nom russe du bizutage, commence comme un jeu d'enfant pour se transformer en rituel, de plus en plus cruel. Dima, 18 ans, a fui son régiment après 6 mois de bizutage. Il vient témoigner. Un jour, suite à un tabassage, il est tombé dans le coma. À l'hôpital militaire, le cauchemar a continué. D'autres soldats l'ont frappé. Donc, ils ont commencé à te battre avec des battes de bois, comme des planches. Et ces battes, elles étaient où? Elles étaient cachées sous leur matelas. Donc, les armes étaient sous leur matelas. Oui, c'est ça. Tu dois écrire dans ta déclaration pour le tribunal militaire, les armes étaient cachées sous leur matelas. Donc, ils t'ont frappé à 3, sans s'arrêter, sauvagement. Et tu as perdu connaissance au moment où ils t'ont sauté à pieds joints sur la poitrine? Tu dis qu'il n'y a pas d'autre solution dans l'armée que de se suicider ou alors de tuer? Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est comme ça. Une nuit, j'ai appelé mes parents. J'ai parlé à ma mère. J'avais un couteau caché sur moi. Et tu voulais faire quoi avec ce couteau? Me tuer. Et tu as dit quoi à ta mère cette nuit-là au téléphone? Je lui ai dit adieu, tu ne me reverras plus. Comment vous expliquer? Tout m'était devenu égal. J'étais devenu fou. Ella va aider Dima et sa mère à faire appel au tribunal militaire pour qu'il soit réformé et qu'il y ait une enquête sur les auteurs des sévices qu'il a subis. Ella nous emmène rencontrer une autre famille à 80 km de Saint-Pétersbourg. Natacha et Gennady ont perdu leur fils Sacha, mort à 19 ans dans son régiment au sud de la Russie. La version officielle, Sacha se serait suicidé de 6 balles de Kalachnikov dans la tête. Lorsque ses parents ont ouvert son cercueil, le corps de leur fils était marqué d'hématomes et de traces de coups. Alors ils ont décidé de faire un procès contre le régiment, avec l'aide d'Ella. En un mois, 3 soldats du régiment de Sacha se seraient suicidés de la même manière. Dans l'armée russe, il y a officiellement plus de 300 cas de suicide par an. Le régiment m'a envoyé une lettre incroyable, me disant que je ferais mieux d'arrêter mes démarches pour connaître la vérité. Ils me disent que je devrais déjà m'estimer heureuse que le régiment ait payé le transfert du corps et le cercueil de zinc. En fait, selon eux, je devrais me taire. J'ai écrit 5 fois au président, 5 fois au directeur du FSB. J'ai écrit au procureur de la République, au ministre de la Défense. Je leur ai tous écrit. Et voilà le genre de réponse que je reçois. Voilà l'attitude de l'État. La mort d'un enfant, d'un soldat pour notre gouvernement, ce n'est rien. C'est habituel.
Un jour, un soldat meurt, le lendemain, un autre, et puis encore un autre. Pour eux, tout est normal. Dans le régiment de mon fils, il y a déjà eu plusieurs morts. Ils nous disent « On ne vous doit rien, prenez 10 bouteilles de vodka et taisez-vous ». Bien sûr, on les a refusées, les 10 bouteilles de vodka. Alors, ils nous ont dit « Eh bien, dans ce cas-là, on ne peut rien faire pour vous ». C'était pour que vous vous taisiez? Oui, pour que l'on se taise, qu'on ne demande rien, qu'on oublie, et surtout pour nous humilier. Nous humilier. C'est incroyable l'attitude de l'État russe. Ils se disent « un soldat de mort, ce n'est rien ». D'autres naîtront. En France, pour le meurtre d'un soldat dans une caserne, le ministre de la Défense démissionnerait. Ici, pour le cercueil d'un soldat, le ministre ne vient même pas voir les parents pour demander pardon. Le combat des mères de soldats contre le bizutage dans l'armée est de plus en plus connu en Russie. L'association n'a jamais autant été sollicitée. Ella conseille un jeune soldat en fuite, Andrei. Elle va l'accompagner au tribunal militaire pour qu'il témoigne des violences qu'il a dû endurer. Andrei risque d'être arrêté pour avoir déserté. Surtout, tu ne montres pas ta peur. Ils ont besoin de ta peur. Ils l'attendent. Tu dois être persuadé d'être dans ton droit. Tu dois aussi confirmer le nom de ceux qui t'ont battu. Tu dis qui t'a frappé et comment. C'est à eux de faire une enquête interne. Tu leur expliques aussi que tu voulais servir dans l'armée. Tu étais un bon soldat, mais les conditions sont telles dans ton régiment que tu ne peux pas poursuivre ton service militaire. Ils t'ont détruit ta santé. Tu as peur? Oui, bien sûr, j'ai peur. C'est angoissant. On va gagner. Tu vas voir. C'est n'importe quoi. De quoi est coupable Andrei? C'est terrifiant. Cet enfant est innocent et ils veulent l'arrêter. Des dizaines de jeunes comme lui qui se sont enfuis de leur régiment sont aujourd'hui en prison. Il est coupable de s'être enfui? Oui, coupable de s'être enfui parce qu'on le tabassait. Et coupable aussi de n'avoir pas voulu être transformé en criminel, comme le reste de ses officiers. Dans le régiment d'Andrei, toutes les semaines, des jeunes appelés s'enfuient. Les casernes russes font face à une véritable hémorragie et les coupables du bizutage ne sont que très rarement poursuivis. L'association d'Ella travaille avec des avocats qui, pendant des mois, luttent pour obtenir que des jeunes comme Andrei ne retournent pas servir. Pendant qu'Ella tente de négocier avec le procureur militaire, Andrei, son frère Sergueï et l'avocat de l'association attendent. Comme d'habitude, on leur a dit qu'il manquait des pièces au dossier. Ils ont peur. Le système entier a peur et il se protège lui-même. Cela explique pourquoi la procurature militaire ne fait pas d'enquête sur le respect des droits de l'homme dans les casernes. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire, puisque les crimes sont commis par des officiers et que ceux qui sont chargés d'enquêter sont eux-mêmes des officiers sous l'influence des commandants. Tout ce système crée un terrain idéal pour que de tels crimes aient lieu. Ils voulaient arrêter Andrei aujourd'hui? Oui, ils rêvaient d'arrêter Andrei, mais on ne les laissera pas faire. Le soir, au local de l'association, nous retrouvons des mères qu'Ella abrite. Des mères courage venues des confins de la Russie pour défendre leurs fils. Elles vivent ici depuis 3 ou 4 mois. Voilà où on cache les soldats quand ils s'enfuient du régiment. Dans ce placard. Nous aussi on dort là parfois. Les soldats n'ont nulle part où dormir, alors ils viennent ici. Sur ces vieux matelas. Voilà, ils vivent dans ces conditions-là. C'est une petite aide, mais au moins, ils ont un toit sur la tête. Voilà leur vie. À la guerre comme à la guerre. Andrei et son frère Sergueï vivent là aussi. Le soir, tout le monde se retrouve dans le grenier de l'association. Il faut être prête à vous battre, et ce ne sera pas facile. Nous sommes en esclavage, et il faut beaucoup de force pour se sortir de cette situation. C'est facile de devenir des esclaves, mais bien plus dur de cesser de l'être. Mais on n'a pas l'intention de baisser les bras. On poursuivra la lutte jusqu'au bout.
On écrira des plaintes, des requêtes, jusqu'à ce que cela aboutisse. Vous savez, les maires russes sont notre arme fatale contre l'État. Ils attendent que l'on tombe à genoux devant eux. Il n'en est pas question. C'est à eux de se mettre à genoux devant nous. Moi, j'ai vu aujourd'hui mon fils à l'hôpital militaire et il m'a dit, s'il me renvoie au régiment, je me pends. Il me l'a dit comme ça, je me pendrai. Moi, mon fils, il m'a dit, s'il me renvoie à l'armée, et il m'a dit cela très calmement, comme s'il s'était fixé un but, il m'a dit, maman, s'il me renvoie au régiment, je prendrai mon arme et je les tuerai tous, du commandant au dernier soldat. Je ne le laisserai pas faire, bien sûr. Mon enfant, il doit vivre à la maison, avec moi. Natacha, Masha, Olga, Sergueï ont tous laissé leur village, leur famille, leur travail pour livrer la même bataille. Des citoyens russes qui veulent briser le silence pour sauver leur fils ou leur frère d'une armée qui, à leurs yeux, se déshonore chaque jour un peu plus. В неизведанное идет.